Bonjour, vous êtes sur IDFM Radio Anguin avec Christine Bourguignon au micro. À la technique, je n'ai pas demandé le prénom, mais Julien, voilà. Bonjour Julien. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Aymonier, qui est coach spécialisé en intelligence émotionnelle, qui vient nous parler de son livre « Lâcher prise » ou « Comment se reconnecter à soi-même ». Bonjour Benoît. Bonjour Christine. Alors, moi, j'ai lu ce livre. Je me suis pas attachée en premier lieu au mot lâcher prise. Ce qui m'a semblé très important, c'était ce sous-titre, Comment se reconnecter à soi-même. Parce que j'ai trouvé que c'était l'essentiel de votre livre. Absolument. Le sous-titre est beaucoup plus important que le titre dans mon livre. Parce que, en fait, l'important, c'est la connexion à soi, c'est d'être soi. Et le lâcher-prise, dans ce sens, est soit un moyen, en lâchant prise sur ce que l'on n'est pas, on laisse la place à ce que l'on est, ou une conséquence. Parce que quand on est connecté à ce qu'il y a de plus profondément essentiel en soi, il n'y a rien qui tient par rapport à ça. On est ce que l'on est et on lâche prise sur tout le reste. Et alors, comment c'est arrivé cette histoire de sentir que tout d'un coup, on se connectait à soi-même et... En fait, j'ai vécu une expérience de lâcher prise totale, que je nomme lâcher prise totale en 2012. Excusez-moi, j'ai un petit problème de son. En 2012, j'ai vécu quelque chose, une succession de coïncidences et qui a érodé, bousculé ma façon de fonctionner avec le mental. Avant, j'étais très ancré dans la rationalité, comprendre les choses, donner du sens à sa vie, les principes, les valeurs. Et j'ai vécu une succession de coïncidences qui étaient inexplicables, des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences qui avaient tellement de sens avec ce que j'étais en train de vivre dans le moment et qui étaient totalement improbables, inexplicables rationnellement, que finalement ça a bousculé mon besoin irrépressible à l'époque d'expliquer les choses rationnellement. Et du coup, mes points de repère rationnels ont lâché, le sens, les explications, l'image, le rôle, le statut, l'identité, tout ça, les uns derrière les autres ont lâché, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, je sois plus attaché à rien. Tout ça s'est pulvérisé. Et là, paradoxalement, au lieu finalement d'avoir l'impression de devenir rien, j'ai eu la sensation d'être en lien avec tout. C'est très spécial comme expérience, je peux pas l'expliquer. D'ailleurs, je ne me l'explique pas. Si j'expliquais ça, moi étant rationnel, j'aurais forcément recours à des explications mystiques. Donc, je ne l'explique pas. Par contre, je l'ai vécu et ça a radicalement changé ma façon d'appréhender les choses de la vie. Puisque aujourd'hui, je me rends compte que la vie, ça n'est pas l'idée qu'on s'en fait. La vie n'est pas l'image, le sens qu'on donne à la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond qui appartient à l'expérience du vivant et qui est finalement, en tout cas pour mon expérience, était très éloigné de l'idée, la représentation que je m'en faisais. En fait, on voit bien à travers votre livre que combien notre conditionnement à mentaliser tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, en fait. Et je dis ça parce que, en effet, ça pourrait paraître un peu bizarre, étonnant de tout d'un coup se retrouver sans rien, mais avec tout. Mais et c'est pour ça que je vous ai laissé l'expliquer, parce que c'est propre à soi, en fait. L'autre, déjà soi-même, on a du mal à l'expliquer en mots, mais donc quelqu'un d'autre ne pourrait pas l'expliquer. Et donc, vous commencez ce livre en spécifiant cette notion de qui suis-je, cette question que tout le monde se pose à un moment donné de sa vie, en fait. Et j'ai bien aimé cette différence que vous faites entre deux qui suis-je, en fait. Il y aurait deux qui suis-je. Oui, il y a le qui suis-je de la représentation que l'on se fait, de l'image que l'on se fait de ce que l'on est, et il y a le qui suis-je de ce que l'on est, et qui appartient à l'expérience vécue de l'expérience du vivant. C'est
et ça peut être plus ou moins éloigné. Ce serait qu'est-ce que je suis face à l'extérieur, qu'est-ce que je dois être face à l'extérieur et qu'est-ce que je suis vraiment intrinsèquement en fait. Il y aurait ces deux notions différentes. Alors, ça, à la base, quand je parle le sous-titre du livre, c'est comment se reconnecter à soi-même. Le soi-même dont je parle là, c'est le qui l'on est intrinsèquement, au plus profond de notre être, dans notre essence profonde. Moi, je parle d'être essentiel. Il y a quelque chose qui est, qui sait, qui vit, qui oriente et qui guide notre existence, notre vie, au fond de chacun, qui appartient à chacun, qui est singulier, spécifique à chacun. Ce quelque chose, il est indescriptible et il n'appartient qu'à l'expérience vivante de ce que c'est. Et cette expérience appartient à chacun. Après, on peut essayer de la décrire, et on peut essayer de lui donner du sens, de la représenter. Et là, selon les personnes, selon le vécu des individus, selon l'environnement social, culturel, cette représentation, on va mettre des mots sur ça. Mais ça, ce quelque chose au plus profond de nous-mêmes, ça n'a pas de mots. Mais les mots qu'on va pouvoir mettre, si on prend un spectre large, ça peut être, d'un point de vue spirituel, l'âme. On va dire c'est l'âme, l'essence de l'être humain. Et puis si on prend d'un autre côté du spectre un peu plus scientifique, on va dire c'est le code génétique, c'est le plan, c'est ce qui fait que l'être humain est ce qu'il est. Tous les mots vont nous couper de l'essentiel, de l'essence de ce que c'est. Ce quelque chose, c'est vraiment... c'est quelque chose, encore une fois, c'est un mot un peu abstrait, le quelque chose, mais c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Oui, je vous rejoins parce que quand vous employez le mot génétique, du coup, moi, je me dis, si on me parle de génétique, tout de suite, je pense d'où je viens. Et du coup, je ne suis plus moi-même intrinsèquement, profondément. Je dépends aussi de ce que j'ai hérité. Alors oui, ce quelque chose, cette essence essentielle, elle est ce que nous sommes. C'est vraiment quelque chose qui nous correspond profondément. Maintenant, ce que l'on manifeste dans notre vie, par rapport à notre histoire de vie, ça va bien sûr dépendre de notre histoire. Ça va dépendre de ce dont on hérite, sur tous les plans, social, familial, culturel, religieux. Donc, oui, on peut dire ce que je manifeste de ce que je suis aujourd'hui est influencé par mon histoire de vie. Mais moi, ce que j'ai expérimenté et ce que je partage et ce que j'essaye de faire toucher au lecteur dans ce livre, c'est que au-delà de tout ça, il y a quelque chose au plus profond de l'être humain qui est une essence profonde, qui, elle, est immuable, qui nous appartient, qui est ce que nous sommes, indépendamment de toutes les croyances, de tout l'environnement, les circonstances de notre vie. Et ce serait atteindre cela, sentir cela, ferait que nous toucherions la plénitude, la sérénité, le bonheur. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on peut le prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est un peu le problème de toute la recherche de bonheur aujourd'hui. On se dit, on va chercher le bonheur. Et on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre le bonheur? Là aussi, moi, aujourd'hui, je prends les choses à l'envers. Le problème, le bonheur, c'est un état. C'est pas quelque chose à aller chercher, c'est quelque chose qui est déjà là, en fait. Et pour moi, le bonheur, c'est quand on est en train de vivre et de manifester quelque chose qui est totalement en lien, aligné, ancré dans cette essence profonde de ce que l'on est. Et donc l'aventure, c'est non pas de développer ou d'aller chercher quelque chose, mais c'est de libérer et de révéler ce qui est déjà. Oui, nous verrons plus tard dans votre livre, en effet, l'importance justement de vivre dans l'ici et maintenant et voilà, que le bonheur, c'est ça en fait, c'est de le vivre, pas de le chercher à tout prix et... Voilà. Ah oui, de toute façon, le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut appartenir que dans l'instant présent, parce que la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le bonheur ne se ressent et ne peut s'expérimenter qu'ici et maintenant. Ouais. Nous allons faire une petite pause musicale et nous reviendrons sur, sur quoi? Que faut-il lâcher pour aller mieux? D'accord.
Nous revoici avec Benoît Aymonier et son livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que c'était aux éditions Robert Laffont. Je suis avec Julien Latechnique et moi-même Christine Bourguignon au micro. Alors, sur quoi faut-il lâcher prise? Ça, c'est une bonne question. Déjà, sur ce à quoi on est attaché. Sur quoi on est attaché, souvent, c'est sur des choses qui ne nous correspondent pas, mais qui nous procurent un certain confort, une certaine sécurité. Ce sont nos protections, ou ce qui va représenter une forme de protection, une forme de sécurité à notre existence, à notre survie, à notre reconnaissance. Donc, à la base, lâcher prise sur quoi? Sur ce à quoi nous sommes attachés et qui fait obstacle à la libre manifestation, expression de ce que nous sommes. Et puis quand je vous écoute, je me dis que ces protections, c'est aussi des protections que nous avons prises face à des événements que nous avons vécus par le passé aussi, pour nous protéger et moins souffrir, moins subir, voilà. Donc c'est d'autant plus difficile de lâcher cela. Oui. Alors c'est vrai que c'est très large les protections. Ça peut être les protections par rapport à des blessures du passé, et donc on a développé des stratégies, des mécanismes pour prévenir de souffrir à nouveau de ces blessures. Les protections, ça peut aussi être indirectement des conditionnements qu'on a reçus, qu'on nous a inculqués, et on va les garder parce que derrière ça, on a un peu la sécurité de l'intégration sociale, de l'intégration familiale. Il y a vraiment, on va être attaché à une forme de sécurité, et derrière la sécurité, il y a des peurs. Ouais. La peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être blessé, de manquer, d'être abandonné. Donc, on va être attaché à ce qui nous sécurise d'une certaine façon, mais c'est pas évident de lâcher prise sur ça, puisque on ne va pas lâcher prise sur une protection si derrière on a peur. Si derrière, on ne sait pas comment faire autrement. Et oui. Souvent. Et puis, en plus, je me dis en vous écoutant que c'est aussi, il faut être... Enfin, c'est aussi par, justement, l'expérience au fur et à mesure des années qui passent, que ces protections, peut-être, ne sont plus suffisamment bonnes, en tout cas ne correspondent plus, ou alors c'est aussi comme ça qu'on voit qu'on répète les mêmes événements et que du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on rencontre des difficultés alors qu'on a les protections en place que tout d'un coup on se dit mais il y a un truc qui va pas, quoi. Oui, alors moi ce que j'observe de mon expérience, c'est que les protections, tant qu'elles sont efficaces et qu'elles nous maintiennent dans un niveau de confort acceptable, on va pas les remettre en question. Et on n'a même pas besoin de lâcher prise. On va être confortable et dans ce qu'on est en train de vivre. Ceci dit, quand ces protections font obstacle à la libre expression de ce que nous sommes, eh bien là, un inconfort va commencer à se manifester. Donc, il va y avoir une aspiration intérieure qui va se faire sentir et qui va venir en contradiction avec la protection. Donc, c'est à ce moment-là que la vie va nous amener à remettre en question et à reconsidérer et à lâcher. Oui. Et donc, dans toutes ces protections, il y a aussi notre mental. Et du coup, en lisant votre livre, je me suis demandé vraiment si le mental était un faux ami. Ah, en fait, le mental, c'est ni un ami ni un ennemi, parce que ça fait partie de ce que l'on est, ça fait partie de la façon dont on vit, dont on fonctionne aujourd'hui. Comme l'ego, on pourra en reparler tout à l'heure. Le mental, c'est comme un outil. C'est un outil qui nous aide à mettre en mots, en matière, en musique, à organiser notre vie. Maintenant, à l'organiser par rapport à quoi ?
C'est un outil merveilleux quand il est au service de ce que nous sommes et de laisser s'exprimer, se manifester cette essence profonde. Ça nous fait faire des choses, ça les fait se manifester, se réaliser. Mais ça devient un outil qui nous enferme et dont on peut être esclave quand le mental est au service de nos protections, justement, de ce qu'on a construit pour survivre. Ouais. C'est un outil merveilleux au service de la vie et puis c'est un tortionnaire quand il est au service de nos protections, parce que ça nous empêche de vivre. Ouais. Et bien du coup, comment on fait? Parce que pour savoir si là, notre mental, il est opérant positif, ou si là, il est en train de nous freiner dans ce que nous sommes vraiment et ce que nous pourrions être comment faire? Intensément. C'est comment faire, c'est en observant, en étant présent à ce qu'on est en train de vivre, en étant présent à ce qu'on est en train de ressentir. C'est dans le vivant qu'on peut mettre en lumière comment nous fonctionnons. Et c'est dans l'observation de ce que nous ressentons que l'on peut identifier si c'est confortable, inconfortable, qu'on peut avoir des pistes pour mettre en lumière ce qui est touché en soi, ce qui est en mouvement en soi, et pour mettre en lumière aussi comment notre mental fonctionne, s'il est au service d'une défense ou s'il est au service d'une expression libre. Et c'est là que j'ai bien aimé cette image, c'est là qu'il faut apprendre à orienter ses projecteurs, en fait. Absolument. Orienter les projecteurs à l'intérieur. Alors, une caractéristique du mental, c'est qu'il va vouloir contrôler les choses. C'est qu'il va vouloir gérer, s'assurer, sécuriser. Et pour ça, il va orienter les projecteurs à l'extérieur. Pour contrôler, pour prévenir des dangers, pour organiser les choses de façon sécure. Alors que la vraie question, et le vrai sujet, c'est à l'intérieur. Tout ce qui nous arrive, tout ce que la vie nous offre d'expérimenter est une opportunité de mettre en lumière ce que nous sommes, comment nous le sommes, et de faire en sorte que nous puissions vivre le plus aligné et le plus authentique possible par rapport à ce que nous sommes. Donc c'est à l'intérieur que ça se joue. Quand on est en mode protection, on va se protéger de l'extérieur, on va mettre les projecteurs à l'extérieur. Et on va essayer de gérer les choses. C'est comme une étincelle et un robinet de gaz. Quand on vit quelque chose, il peut y avoir des déclencheurs, et puis qui vont être des étincelles, et il peut y avoir des causes profondes. La vraie cause, c'est le gaz, le produit inflammable. Quand on a une émotion, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une certaine façon, ça nous a mis en colère. L'étincelle, c'est la personne. La colère, c'est le robinet de gaz, c'est le produit inflammable qu'on porte en nous. Nous sommes responsables de ce produit inflammable. Quand on a les projecteurs à l'extérieur, eh ben on va être concentré sur l'étincelle et on va essayer de se battre ou de transformer ou de manipuler ou de détruire parfois l'étincelle. Et des fois ça marche. Et puis quand l'étincelle n'est plus là, le feu s'arrête. Mais à la prochaine étincelle qui se présente, le feu reprend. Le problème n'est pas au niveau de l'étincelle, il est au niveau du produit inflammable qui est donc c'est la cause. Et la cause, elle est toujours en nous. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de mettre les projecteurs à l'intérieur, parce que c'est là qu'est la nourriture pour soi, et c'est là que s'opèrent les vraies transformations durables. Oui, c'est un peu se dire que la responsabilité n'est pas à l'extérieur, et qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui est agi dans notre vie, en fait. Ah, je vais même plus loin. Parce que un petit problème. On est les aléas du direct. On est avec le son. Oui, je vais même plus loin. C'est que on a une totale responsabilité sur ce qui nous arrive. On n'a pas la responsabilité de tout ce qui arrive. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Mais tout ce qui se passe dans notre vie est en lien avec nous-mêmes. Sinon, ça ne nous arriverait pas dans notre vie. Donc, c'est en ce sens que je dis qu'on a une totale responsabilité. Il y a une part qui nous appartient totalement. Et donc, je vais plus loin qu'on a une part de responsabilité. Cette part la totale responsabilité, c'est par rapport à soi. C'est finalement comment je vis les choses. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas? Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Comment je fais la part des choses? Comment je fais le tri?
comment je peux lâcher sur ce qui ne me correspond pas et puis me recentrer sur ce qui me correspond. C'est pour ça que vous disiez tout ce qui se passe à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Absolument, absolument. Quand on a la conscience que le produit inflammable il est en soi, en moi, eh bien, et que on a le réflexe de mettre les projecteurs à l'intérieur, ben finalement, on se nourrit de tout ce qui nous arrive, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur est effectivement un reflet. C'est pas forcément le reflet, mais vient en résonance avec ce que je suis et ce qui se manifeste de moi à l'intérieur. Alors, moi, j'aime beaucoup le déroulé de ce que vous dites, et en fait, je peux pas m'empêcher de penser, mais d'ailleurs, je pense, et du coup, la machine se met en route. Je veux bien écouter mes ressentis, mais si j'écoute mes ressentis, je vais quand même mettre une pensée dessus. Donc, est-ce que ma pensée est authentique? Est-ce que c'est vraiment ça la raison d'être? Ou est-ce que j'interprète pas pour m'arranger, justement, pour mettre en marche mes protections? C'est délicat comme sujet, en fait. Où se trouve, quand est-ce qu'on peut être sûr qu'on est sur la juste voie, en fait? En fait, la question de comment peut-on être sûr, c'est une question qui est ancrée dans un besoin de sécurité. Et ben voilà, je m'en doutais. Qui en fait, quand on est dans l'aventure du vivant, ne se pose pas. C'est pas de faire bien ou de faire mal. L'aventure, c'est de vivre et c'est d'être dans l'aventure de la vie. Et puis, c'est comme une danse. Par moment, on va être dans le mental, et puis c'est le mental qui va prendre le dessus. Et puis, comme il est subtil et intelligent, il va nous faire, l'illusion va être parfaite. Donc, on va avoir l'impression que oui, c'est bien moi, c'est mon identité. Et puis, jusqu'au jour où on va se prendre un mur et on va se prendre une autre claque qui va nous indiquer, grâce au fait qu'on va mettre les projecteurs à l'intérieur, que finalement, on s'est fourvoyé. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a de la façon dont on vit sa vie. Et j'ai bien aimé dans votre livre la corrélation que vous faites avec le tableau de commande d'une voiture, avec les voyants qui s'allument. Et en fait, comment il faut être attentif à ces signaux, en fait. C'est pas juste un voyant qui s'allume, voilà. Et ça me fait penser justement à comment on peut écouter son ressenti, en fait. Vraiment. C'est vrai que cette image du tableau de bord, elle est parlante, surtout pour l'ingénieur que je suis. C'est que ce qui nous arrive, c'est tout ce qui nous arrive, sur tous les plans, physiques, émotionnels, les choses de la vie, ce sont comme des signaux sur un tableau de bord. Une émotion, la peur par exemple nous indique qu'il y a un danger, la colère nous indique qu'il y a un obstacle, la tristesse qu'on a perdu quelque chose. Et tout ça, vient nous inviter à poser un regard sur soi. Le signal, on a plusieurs façons de l'appréhender. Soit, je prends le parallèle avec le voyant de température, de moteur. On voit le signal. Ce que font les gens, c'est qu'ils se disent ce signal ça m'embête, enfin pas tout le monde mais parfois ce qui se passe et ça c'est réel, ce signal m'embête, je mets un scotch par-dessus, comme ça je suis pas gêné par le signal. Mais le scotch ça va pas du tout changer la température du moteur, ça va juste changer l'inconfort, le désagrément généré par le symptôme, par la lumière, le flash, la sonnette. Et puis, mais à partir du moment où on n'a pas pris en compte un signal au niveau du tableau de bord, donc à la limite d'un point de vue émotionnel, un stress, le prochain signal avec la voiture, c'est la fumée qui sort du capot. Et puis si on continue à ignorer la fumée qui sort du capot, c'est la voiture qui s'arrête. Donc, tant que les signaux de la vie, sur tous les plans, nous invitent à regarder en soi, c'est quoi, j'ai besoin de quoi, quelles sont mes attentes, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Mais malheureusement, ce que font les gens, c'est soit ils mettent du sparadrap, ils enlèvent l'ampoule, soit ils donnent une autre signification au signal. Ils se disent oui, c'est difficile parce que c'est la vie. Il faut gagner. C'est encore un élément extérieur. C'est une croyance. C'est qu'on a une croyance qui nous fait transformer le signal et qui nous fait supporter quelque chose qui est en train de nous inviter à changer notre vie. Donc il y a
il y a vraiment cette notion de prendre la mesure du signal en mettant les projecteurs à l'intérieur, en allant voir ce qu'il y a sous le capot. Ouais. Et en faisant les ajustements. Parce qu'une fois qu'on a fait les ajustements, là, ça s'éteint. Une fois qu'on a remis de l'eau dans le radiateur ou colmaté la fuite, la température redevient normale et le signal s'éteint et on retrouve un état de bien-être. Ouais. Donc ces signaux sont très précieux puisque finalement, ils nous invitent à nous occuper de nous-mêmes, à prendre soin de nous. Oui, tout à fait. On verra après une autre pause musicale, on verra comment justement on peut être présent à soi-même. Nous sommes toujours sur IDFM Radio Anguin avec Benoît Aymonier et son livre Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même aux éditions Robert Laffont, Julien à la technique et puis moi-même Christine Bourguignon au micro. Alors nous parlions du lâcher prise et de l'importance de la présence à soi. Alors, comment on fait ça? Comment on est attentif à ses ressentis? Voilà. Ouais, c'est toujours un questionnement pour moi. Alors, la présence à soi, c'est justement en étant attentif à ses ressentis. La présence à soi, c'est être présent à ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Et la meilleure façon d'être présent à l'instant présent, c'est d'être en lien avec ce que l'on ressent. Parce que le ressenti n'appartient qu'à l'instant présent. Même si on est en train de penser à quelque chose du passé ou de se projeter dans le futur, le ressenti qu'on a, il est ici et maintenant. Donc la présence à soi, c'est être en lien avec ses sensations, ses émotions, ce que l'on ressent. Et c'est ce qui permet, par la présence à soi, éventuellement, de se rendre compte qu'on est en train d'être dans la tête, qu'on est en train de se faire des films sur le futur et de créer de l'anxiété, ou qu'on est en train de ressasser, ruminer le passé et que on est dans la tristesse et le regret. Et c'est là qu'on peut faire la différence, justement, entre notre désir ou notre besoin. Est-ce que là, on est dans un désir ou est-ce que là, on est en train de répondre à un besoin? Alors, la différence entre un désir et un besoin, c'est plus subtil. C'est pas vraiment au niveau des ressentis. Je dirais, les ressentis, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec ce que l'on est en train de vivre. Ça nous met en présence avec le présent et avec ce que l'on vit. Après, le décryptage de ce que l'on ressent va nous permettre de faire la part des choses entre un désir, un besoin, une attente, entre quelque chose qui nous appartient ou quelque chose qui nous appartient pas, entre quelque chose qui appartient à l'instant présent ou quelque chose qui appartient à un film, au mental, un film qu'on est en train de se faire. Et la distinction entre désir et besoin, je dirais que le besoin, c'est quelque chose. J'en parle dans mon livre où je fais un peu. J'essaie d'expliquer ça. Un besoin, c'est quelque chose de fondamental. C'est presque quelque chose de vital. Et les besoins, c'est toujours quelque chose qui nous appartient pleinement. On a besoin de vivre, des besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Je dirais que le besoin fondamental, primaire ou primal, c'est le besoin d'exister. C'est le besoin d'être, d'exister et de manifester son existence. Donc le besoin le plus fondamental pour un être humain, c'est d'être ce qu'il est. Et à partir de ce besoin, et donc d'avoir une place dans le monde. À partir de ce besoin, ça va se décliner par de survivre et puis d'avoir des besoins physiologiques, puis après d'avoir une place dans la société, d'avoir d'être en relation avec les autres, d'être en lien, d'avoir des besoins sociaux, relationnels, sécuritaires. Donc après, plus on remonte à la surface, si je peux dire, et dans la manifestation de ce que l'on est dans le vivant, plus ces besoins vont se décliner de façon plus ou moins complexe. En fait, quand je parlais des besoins et de nos désirs et que je mettais en lien avec nos ressentis, nos émotions, c'est parce que j'ai toujours ce souci de me demander est-ce que ce que je ressens est vraiment ma réelle émotion du moment. Est-ce que c'est pas une émotion parasite qui
qui ferait que je mettrais en place une protection justement pour me protéger, pour combler une peur. Oui, je comprends la question. Est-ce que finalement la sensation, l'émotion, le ressenti que j'ai dans l'instant présent correspond à ce que je suis en train de vivre? Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'il découle de quelque chose que je suis en train d'imaginer, de mon mental? Ouais. Ça, c'est une très bonne question, et c'est au fil avec l'expérience qu'on s'en rend compte. Et un truc qui nous permet d'éventuellement faire la part des choses, c'est de s'observer et d'observer son mental. Et quand on est en présent à soi-même, c'est aussi d'être présent à la façon dont son mental, avec laquelle son mental est en train de fonctionner, ou sur quoi il est par quoi il est alimenté, ou qu'est-ce qu'il est en train d'alimenter. Donc c'est l'observation du mental qui va nous permettre d'avoir des pistes pour répondre à la question: est-ce que ce que je ressens là, ça appartient à l'instant et la vie, ou est-ce que ça appartient à ce que je crée avec mon mental? Donc chers auditeurs, ne lâchez pas complètement le mental. Il y a besoin quand même de réfléchir un minimum. Oui, alors là-dessus, il y a besoin de réfléchir, mais c'est le mettre dans un mode de fonctionnement différent, puisque là, c'est de le mettre en tant qu'observateur. Parce que le mental est très utile. Il n'est pas question de lâcher le mental, il est question de l'utiliser à bon escient. Et utiliser son mental à bon escient, c'est de l'utiliser par rapport à ce qu'on est et ce qu'on vit. Voilà. Moi, je me suis aperçue, il m'est arrivé de me dire, tu ne comprends pas ce qui t'arrive pour le moment, mais ne cherche pas forcément d'explication. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais certainement que ça aura un sens plus tard. Donc, laisse-toi le temps aussi de vivre les choses. Et, super. Je pense que c'est très important, ça. Absolument. Vraiment. Absolument, parce que on n'a pas explication sur tout. Et il y a danger à chercher du sens et à trouver des explications sur tout. Parce que finalement, à donner du sens aux choses, on en arrive à se couper de l'essence des choses. On va pouvoir trouver des explications très logiques, mais finalement qui peuvent être totalement déconnectées de la réalité. Oui, tout à fait. Donc il faut pas s'acharner à expliquer les choses, il faut plutôt veiller à les vivre, et à les vivre en présence et en conscience. Et quand vous nous parlez des émotions, en disant que ce sont nos outils, en fait, pour justement pouvoir lâcher prise. Et vous avez parlé dans votre livre de la culpabilité. Et en fait, ça m'a interpellée parce que c'est quand même un sentiment qui nous traverse. Voilà, si on a passé toutes les étapes de développement depuis notre enfance, on est censé avoir de la culpabilité, voilà, pour un peu tout et n'importe quoi. Donc et j'ai vu que vous faisiez une différence entre la culpabilité intrinsèque et extrinsèque, en fait. Oui, c'est ça. En fait, la culpabilité, c'est un sentiment qui est très désagréable. Et je le différencie en deux catégories. Il y a la culpabilité intrinsèque, qui va être la sensation qu'on va avoir quand on est en dissonance. C'est-à-dire que, en gros, quand on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense, quand il y a un désalignement entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, il y a un malaise qui se crée. Et ça, on se sent un peu coupable. Ça, c'est une sensation qui est précieuse. Cette culpabilité intrinsèque, elle est précieuse parce que finalement, elle nous invite, grâce à cet inconfort, à nous réaligner. C'est un signal, en fait. C'est un signal sur le tableau de bord. Donc, celle-ci, elle est utile. En revanche, la culpabilité extrinsèque, qui correspond à la morale, à des règles, à des lois, à des choses qui sont extérieures, ça ne nous appartient pas. Ces règles, ces lois, cette morale, ok, ça existe, ça fait partie de notre environnement, mais dans quelle mesure elles nous correspondent, dans quelle mesure elles contribuent ou elles nous empêchent d'être et de manifester ce que nous sommes profondément. Elle est plus enfermante, en fait, celle-là. Quand elle est enfermante, il convient de s'en libérer. Et donc, le parasitage qui va empêcher le lâcher prise, c'est de rester dans le jugement, dans la justification, de vouloir aller trop vite
un objectif sans penser. C'est un peu ce que vous mettez dans votre livre, tout en disant que vraiment l'ici et maintenant est le plus important en fait. En fait, je crois que vraiment quand vous parlez de l'ici et maintenant, c'est aussi une façon justement d'éviter le jugement, la justification en fait. Oui. Alors, quand je parle de l'ici et maintenant, déjà, mon approche de l'ici et maintenant, c'est de dire que c'est une réalité. Il y a que ici et maintenant qui existe. La vie, elle ne se manifeste que dans l'instant présent. L'aventure, notre aventure, à chaque être humain, c'est de vivre. Donc, notre aventure, elle se joue ici et maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant, même si on vit toujours ici et maintenant? Mais qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte de cet instant présent? C'est quand on est dans le mental, quand on est dans la conceptualisation du vivant, dans l'image qu'on se fait de soi, du monde et de sa place dans le monde. Et quand on est dans la représentation, on n'est pas dans la chose. La représentation de la chose n'est pas la chose. Comme le tableau de Magritte qui représente une pipe et sous lequel il y a marqué « ceci n'est pas une pipe ». Effectivement, la représentation de la pipe, c'est juste une image. On ne peut pas fumer du tabac avec. Donc la vie, elle se vit dans l'instant présent. Le mental... j'ai oublié votre question. En fait, je disais que en étant dans l'ici et maintenant, on évite justement d'être dans le jugement, dans la justification. Oui. On est vraiment présent à soi, en fait. Oui. Alors, moi, je vais pas prendre l'ici et maintenant comme étant un moyen de... C'est pas la finalité. Pour le coup, ce serait j'ai des parasites, des pensées parasites, et puis je vais me débarrasser des pensées parasites en étant dans l'ici maintenant. C'est pas le but. Parce que les pensées parasites, elles font partie de ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Et si elles sont là, c'est qu'elles nous invitent à mettre en lumière quelque chose. Et qu'elles nous invitent éventuellement à mettre en lumière ce dans quoi elles s'enracinent, peut-être une peur, peut-être une blessure. Et elles nous invitent donc à nous libérer de cette peur, à guérir de la blessure. Elles sont ancrées peut-être dans un conditionnement, dans un héritage. Elles nous invitent à nous libérer du conditionnement qui nous empêche d'être. Donc le but serait de se poser les questions justement. Pourquoi je suis en train de juger? Pourquoi je me justifie? Pourquoi? C'est ça, d'être présent à ce qu'on vit, d'observer ce qu'on est en train de vivre, d'aller sentir ce qu'il y a derrière, de lever le voile sur les apparences et puis d'aller voir ce qui se joue profondément en soi. Donc l'instant présent, ne doit pas être un moyen pour s'anesthésier en fait, parce que j'ai fait un passage sur la méditation. Moi, j'ai 25 ans de pratique de méditation quasi quotidienne qui m'a beaucoup apporté. Mais aujourd'hui, j'ai une réserve par rapport à la méditation quand elle est utilisée pour anesthésier. Oui. En revanche, j'encourage considérablement la méditation quand elle nous invite à vivre l'instant présent et à être présent à ce qu'on est ici et maintenant. Donc, revenir dans l'instant présent pour anesthésier les inconforts, bon, c'est bien, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est toujours bien de retrouver du confort, mais attention à l'anesthésie qui revient à enlever l'ampoule du tableau de bord. Ok, on enlève un signal, mais ça va pas enlever le problème du... Oui, qu'il y ait de nouveau un pansement pour pas aller voir ce qui se passe. C'est ça. Et le problème, c'est que quand on enlève un signal, il y a les signaux faibles, les signaux moyens et les signaux forts. Eh bien, si on s'occupe pas d'un signal faible, ça se transforme en signal moyen. Si on s'en occupe pas, c'est un signal fort. Par exemple, une déception, d'un point de vue émotionnel, une déception, ça va être un signal faible dans le registre de la tristesse. Et puis, si on tient pas compte du signal, ça va se transformer en tristesse. On va vraiment sentir de la tristesse. Et si on s'en occupe pas, ça se transforme en dépression. Donc, on est en dépression parce qu'on n'a pas tenu compte des signaux précédents qui étaient moyens et les signaux moyens n'apparaissent que parce qu'on n'a pas tenu compte des signaux faibles. IDFM Radio Anguin avec Benoît Aymonier, le lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même aux éditions Robert Laffont. Julien est toujours avec moi à la technique et moi-même, Christine Bourguignon au micro. Je lisais dans le livre de Benoît, La vie est un voyage. Et en fait, nous avons fait un voyage là pendant cette heure.
Je crois que ça nous amène beaucoup de questions. Ah oui, d'ailleurs, Julien pose des super questions pendant les pauses musicales. Ouais, c'est vrai. Ça ne Et en s'arrête fait, pas. voilà, j'imagine que les auditeurs sont dans le même état, se posent plein de questions. Et donc, j'encourage à lire votre livre parce que, alors, il ne donne pas les réponses, mais du coup, il permet justement de s'interroger. Alors, il y a des fiches. Il y avait des fiches techniques, pratiques à chaque fin de chapitre. Donc, il y a plein de questions. Alors, il faut le lire, le relire et le relire parce que on peut pas traiter toutes les questions en même temps. Hein. Et c'est pour ça que je reviens sur La vie est un voyage, c'est-à-dire que on fait pas tout en même temps, quoi. Et du coup, on a besoin aussi de s'apprivoiser, d'apprivoiser son soi profond. On peut pas se dire. Alors si, on peut avoir un déclic, quelque chose qui fait qu'on va s'interroger sur ce qu'on est, mais c'est un long chemin, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça en un instant. Oui et non. Parce que, en fait, le temps n'est pas un paramètre. Oui, ça peut prendre du temps, et en même temps, ça peut se faire instantanément. Et il peut y avoir des prises de conscience, et puis on peut révolutionner sa vie du jour au lendemain. Ouais. Il y a quand même des protections qui sont très ancrées, qui protègent de blessures vraiment très costauds, quoi. Donc en fait, la question de temps, c'est pas vraiment par rapport au temps qui passe. Non, c'est à la maturité peut-être, c'est à combien nous sommes attachés aux besoins de sécurité. Ouais. C'est la question de temps à vivre sa vie, c'est plutôt une question de quelle est la force des résistances qui m'empêchent de la vivre. Oui. Et ces résistances-là, elles sont liées à mes peurs, elles sont liées à mes conditionnements, elles sont liées à mes blessures, elles sont liées à ce dont j'ai hérité et que je porte, que j'ai totalement la responsabilité de porter. Même si je l'ai hérité et que ça m'appartient pas, puisqu'on me l'a transmis. Mais j'ai la responsabilité de le porter. Et donc, il m'appartient de le lâcher. Donc, le temps, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des années. Je dirais... La question, encore une fois, la question du temps, c'est une question qu'on se pose avec la tête. On est soucieux de la destination et on est soucieux de vouloir y arriver. Mais la vie, je suis repartie dans le mental. Mais la vie, c'est pas une question d'arriver nulle part. La vie, c'est pas une question d'arriver à développer quelque chose. La vie, c'est une question à vivre, à être et à laisser se manifester, se révéler ce que l'on est déjà. Il y a rien à développer, c'est déjà là. Il y a juste à le laisser s'exprimer. Alors, il y avait une partie dans votre livre où vous associez, en tout cas, vous associez pas, mais vous parlez de lâcher prise et de passivité. On pourrait, à certains moments, reprocher aux personnes qui sont dans un lâcher prise qu'elles manquent d'ambition, qu'elles n'ont pas d'objectif. Alors que c'est pas ça du tout. C'est un lâcher prise, c'est quelque chose d'interne et pas forcément ne pas réaliser des choses, ça n'a rien à voir. Oui, alors c'est ça. En fait, j'ai eu des objections sur le lâcher-prise. Parce que dans mon travail de coach, la question du lâcher-prise se pose quasiment tout le temps, dans tous les mandats, dans toutes les missions que j'ai. Et en fait, le lâcher-prise, il reste 4 minutes. Ah, les aléas du direct, c'est magnifique. Ah ben voilà, j'ai perdu. Je suis vraiment dans l'instant présent. Et moi. Voilà. Donc, il ne veut plus répondre à mes questions. Moi, je suis trop dans le mental. Donc, du coup, voilà. Je parlais de manque... ah oui, de passivité, pardon. Nous opposer de manque d'ambition. Oui, voilà. Dans le lâcher-prise. Mais en fait, l'ambition, c'est ambition ancrée sur quoi? Si c'est l'ambition de sécuriser sa vie par rapport à quelque chose qui ne nous correspond pas, mais oui, on peut avoir cette ambition, mais c'est une ambition qui nous amène dans le mur, qui nous amène dans le vide. Des gens qui peuvent avoir... Je connais des gens qui ont réussi brillamment sur tous les plans, matériel, financier, social, mais qui malgré tout sentent un vide à l'intérieur, et c'est encore plus désespérant. Ça veut dire, et ce vide, c'est la marque d'un décalage entre ce que l'on est et puis ce que l'on vit. Le plus important, l'aventure, c'est de vivre quelque chose en lien, aligné à ce que l'on est.
Et donc la passivité, lâcher prise, c'est pas faire preuve de manque d'ambition ou de passivité. Et d'ailleurs, lâcher prise, c'est pas une question, c'est pas une recette. Et parfois, il est pas question de lâcher prise, parce que quand c'est essentiel pour soi, on lâche pas prise. Des fois on dit, ah, faut accepter. Je dis non, moi, l'acceptation, c'est pas la question. L'acceptation, c'est un réglage mental. Mais nul n'est tenu d'accepter l'inacceptable ou de tolérer l'intolérable, j'entendais récemment. Donc, il convient de lâcher prise sur ce que l'on n'est pas, mais de ne pas lâcher sur ce que l'on est. Parce que les inconforts, les accidents qu'on rencontre dans la vie, c'est justement pour nous inviter à être ce que l'on est. Merci beaucoup Benoît de nous avoir éclairés et en même temps fourni de nombreuses questions que nous allons nous poser dans les jours qui viennent. Je crois Julien est d'accord avec moi. Voilà, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. C'était un plaisir de partager ce temps-là avec vous. J'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Lâcher prise avec Benoît, où les lecteurs, où je publie des extraits des extraits du livre, et je réponds aux questions. Julien, c'est bien noté, on va y aller sur cette page. Donc, chers auditeurs, merci. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. Merci Christine. Merci Julien.